Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On reçoit Corinne Salvant-Mareux pour parler de notre histoire, d'un peu de démographie et des conditions de vie. On s'était arrêté autour de 1946 et un petit peu avant. On va revenir un petit peu sur 1948-1946 pour voir un petit peu j'allais dire, la vie, je dirais les êtres, les individus, voir aussi les conditions de vie et voir un petit peu comment on a préparé l'évolution jusqu'à nos jours. C'est dans Causement Réunionnais. Corinne Salvon-Mareux, bonsoir. Bonsoir. Là, quand on mène cette recherche que vous faites sur j'allais dire sur les individus, sur les conditions de vie, sur les rapports sociaux, sur les différences de traitement. Ça surprend de voir que La Réunion a eu cette histoire-là. Ça surprend énormément, surtout que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'école, en tout cas moi, ma génération à moi, on n'apprend pas l'histoire de la Réunion à l'école, que ce soit au collège, au lycée ou en primaire. On apprend l'histoire de France, mais on n'apprend pas l'histoire de la Réunion, qui pourtant est un département français. Ce qui signifie que là, à travers ces recherches-là, on a eu écho par le biais des informations, des documentaires, etc., de bouts d'histoire de la Réunion. Et là, de les coudre l'un après l'autre, oui, c'est très surprenant. C'est très surprenant. J'allais dire, on reconstitue un puzzle quelque part. Exactement. C'est une réalité, effectivement. Mais ce qui est surprenant, c'est de voir que on passe d'une pièce à l'autre parfois et sans se demander vraiment s'il y avait une transition. Ne serait-ce que si on regarde Anne Mousse et le statut de la femme au début du peuplement de la Réunion, au passage à l'esclavage après, et lorsque on emmène des femmes de métropole à la Réunion, ça change la donne et la femme devient, malheureusement, à ce moment-là, elle n'a plus cette place qu'elle avait avant. Alors du coup, la place de la femme, telle que tu abordes le sujet à la période d'Anne Mousse et des premières femmes de l'île de la Réunion, semble être abordée sous un angle valorisant. La femme est précieuse, on a besoin d'elle, elle nous manque, elle est la seule pièce manquante pour pouvoir peupler l'île, puisque c'était devenu un des projets de la part des colonies. Entre autres Louis Payen, puisque Louis de Payen la part de Louis Payen démarre le peuplement. Voilà. Et du coup, en fait, certaines personnes, à travers les émissions qu'on a pu tourner auparavant, ont ajouté des commentaires en me précisant que la femme, en fait, il n'y a rien de valorisant puisqu'elle a été apportée sur l'île comme un bétail reproducteur. C'est vrai, la personne qui a de sa formation n'a pas tort. On n'est pas aussi, j'allais dire, radical dans ce qu'on va dire, mais c'est vrai qu'on on emmène les femmes sur l'île comme appareil reproductif. Comme appareil reproductif. Mais bon, toujours étant, elle devient précieuse, puisque ça faisait des années qu'il n'y avait que des hommes sur l'île, comme on l'avait dit. Voilà, et puis Anne Mousse épouse, qui est une femme noire, épouse un Tessier, qui est un monsieur blanc. Il y avait pas, à l'époque, on ne regardait pas les couleurs, il avait une femme, il était content. Et puis de toute façon, nous sommes précieuses. Voilà, point. Donc peu importe le point de vue des uns et des autres, nous sommes précieuses. C'est vrai. Et on va même aller plus loin dans tout ce que l'histoire a montré, c'est la place de la femme. L'homme a toujours voulu minimiser la place de la femme dans l'histoire, mais qu'on le veuille ou pas, la femme a toujours écrit l'histoire. Malheureusement, pas comme des héroïnes comme on aurait aimé voir aujourd'hui, mais elle a toujours été présente, que ce soit à l'époque de Catherine de Médicis, que ce soit Jeanne d'Arc, que ce soit j'allais dire Jeanne Hachette, que ce soit les femmes russes qui ont milité contre la guerre. Les femmes ont toujours apporté leur pierre. Mais malheureusement, et on parle de la résistance, on va citer par exemple Lucie Aubrac, les femmes ont été vraiment présentes dans tout. Mais à chaque fois, on a toujours diminué leur présence. Et ça, c'est dommage.
Mais l'union fait la force. Donc quand nous descendons toutes dans la rue pour unir nos voix et nos mouvements, nos actions, c'est comme ça qu'on arrive à se faire entendre et à faire valoir nos droits, notamment par le biais du droit à l'avortement ou le droit à la contraception, etc., etc. De toute façon, on peut le dire aujourd'hui, je veux dire, à la maison, quand ma mère criait, il n'y avait pas moyen de contester. On écrasait, quoi. Alors moi, je ne crie pas, je jette des regards. Je fais des yeux et puis c'est bon, d'accord. Donc, rappelons où on en était, on s'en était arrêté la dernière fois. C'est cette partie en 1848 et 1946, oui, 1946. Presque un siècle, au moment où la France validait le suffrage universel masculin, et qu'il fallait attendre un siècle plus tard pour que la femme ait droit au vote. Mais dans cet environnement réunionnais de fin d'esclavage, la continuité de l'arrivée des engagés, et puis le développement économique, il fallait pas, rater le coche, parce qu'il fallait savoir lire, écrire, pour participer à cette évolution-là. Sauf que, je fais une parenthèse juste avant de reprendre le film, mais sauf que d'après les recherches qu'on a menées, déjà en période d'esclavage, beaucoup de gouverneurs avaient proposé des programmes pour développer l'intellect des habitants de la Réunion après l'abolition de l'esclavage, pour permettre à la Réunion de briller, d'évoluer et de devenir vraiment une île extrêmement développée, et au niveau économique et au niveau intellectuel. Alors beaucoup sont morts, ils ont été tués, et beaucoup de leurs propositions n'ont jamais été retenues, voire même officiellement rejetées par la métropole, pour ensuite que ce soit d'autres gouverneurs de métropole qui soient envoyés sur place et qui adaptaient un programme moins ambitieux, voire parfois même cherchant à éteindre, à laisser les Réunionnais aller tout doucement. François de Mailly, à l'époque, avait voulu justement créer cette... il a été député de la Réunion en 1870. Il a voulu justement apporter aussi sa pierre à l'édifice. Il y a beaucoup d'intellect de gauche au sens d'aujourd'hui, mais qui étaient vraiment des humanistes, qui voulaient l'évolution de l'être humain. Beaucoup ont essayé d'apporter quelque chose. Mais comme on l'a vu après 1946, avoir une population pauvre, illettrée, c'est plus facile à tenir que d'avoir une population pauvre et qui réfléchit. Exactement. D'ailleurs, on avait abordé la période depuis la départementalisation. On avait aussi abordé les écarts salariaux qui existaient déjà à ce moment-là, qui sont constatés non seulement des écarts Réunion métropole, donc des salaires jusqu'à 70% inférieurs à ceux de la métropole à poste égal, mais aussi entre les hommes et les femmes à La Réunion. Exact. De toute façon, pas seulement à La Réunion. Il faut savoir que l'écart de salaire entre hommes et femmes était déjà quelque chose de vrai sur le territoire national, oui, sur le territoire métropolitain. Donc il y avait déjà cette vérité-là. Ça s'est amplifié dans les îles. Imaginez à La Réunion, entre un cheminot du chemin de fer et les gardes-barrières pour les femmes de ces hommes-là qui travaillaient aussi, c'est clair que l'écart de salaire L'écart de salaire est historique. Ouais. Donc, jusqu'en 1948, le salaire des femmes est 50% inférieur à celui des hommes. L'INSEE prouve que de toute façon, même en 2021, c'est encore le cas, peut-être à un niveau un peu inférieur. 30%, je crois. Ouais, c'est 30%. Le chiffre, hein. Ouais. Alors, combien de décennies ou de siècles supplémentaires va-t-il nous falloir pour arriver à une égalité salariale ? On va quand même préciser une chose, la France est en train de se rattraper dans les administrations, dans les salaires des fonctionnaires. Allons. Oui, non, mais parce que en fait, c'est étonnant que ça soit en fin de quinquennat, que ce soit le cas, alors que à son entrée
en mandat, Macron a quand même pondu un rapport énorme dans lequel il promeut la parité homme-femme, justement, et vraiment avec ce ministère-là d'égalité des femmes, blablabla, au conseil, je sais pas quoi, qui a été créé. Alors, comment ça se fait que c'est en fin de quinquennat qu'on commence à se dire que oui, ça y est, la France fait un rappel sur les salaires des fonctionnaires? Parce que Emmanuel Macron, depuis l'année dernière, est en train d'aller vers les jeunes, d'une part, et puis vers les femmes aussi, quelque part. C'est vrai qu'il cherche son électorat pour se faire réélire. C'est une chose. Non, mais... Vous le savez très bien, Karine Savard. Allons. Donc, 1951, donc on l'avait dit, il y avait eu des luttes syndicales et politiques pour que le SMIG, ça s'appelait le SMIG, S-M-I-G, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Ah, garanti. Ouais, qui est mis en place à ce moment-là. Mais à ce moment-là, même s'il est mis en place à La Réunion, eh ben, en parallèle, reste inférieur au SMIG de la métropole. Et tout en parallèle, où la vie, de toute façon, à La Réunion est déjà à un niveau plus cher que celui de la métropole. Donc, on a un SMIG plus bas que celui de la métropole, avec un niveau de vie plus haut que celui de la métropole. Si déjà là, on ne cherche pas à placer La Réunion dans un état de précarité volontaire, et non pas involontaire ou dû de notre faute, quoi. Faisons simplement à quel moment on a appliqué le salaire des fonctionnaires et à quel moment on a appliqué cette comment on appelle encore cet indice de correction pour avoir un salaire identique à la métropole. Je vais essayer de retrouver la surrémunération, entre autres. Voilà. À quel moment ça arrive? On trouvera ça pour nos téléspectateurs avec plaisir, on échangera là-dessus. Donc pendant plus de 28 ans, donc c'est-à-dire jusqu'en 1979, même les employés de maison n'ont pas de rémunération. Ils n'ont pas le SMIG. Et ils ont une rémunération en fait au bon vouloir de leur employeur. Et ils sont pas déclarés non plus, forcément. Et ils ne sont pas forcément déclarés non plus. Sauf que, question bonus, qui sont en majorité les employés de maison? Les femmes. Voilà. Donc on y est. Donc d'une façon générale, malgré qu'il y a une mise en place de toutes ces mesures pour aider la Réunion finalement, ou même, vu qu'on est un département français, c'est de gagner en égalité avec la métropole, la situation des travailleurs réunionnais est quand même précaire dans beaucoup de secteurs. Alors, quand on dit précaire, c'est bien sûr tout ce qui est ouvrier, tout ce qui est... du tertiaire. Voilà. Ouais. C'est le secteur primaire. Et le secteur primaire. Tout à fait. Donc, c'est là où on voit aussi comment l'évolution a été lente. Combien de temps on a mis pour appliquer les lois qui sont appliquées en métropole à La Réunion. Et on ne parle pas seulement de Paris, on parle aussi des différentes villes, des différentes provinces. La loi a mis du temps à s'appliquer dans les faits. Même si la loi a été votée, elle n'était pas forcément appliquée. Et c'était le cas notamment pour les allocations familiales, les congés maternité et l'assurance maternité, puisque les mères à La Réunion ne bénéficiaient quasiment pas de ces prestations sociales. En métropole, elles en bénéficiaient de facto, et voire même, soit elles n'en bénéficient pas, et quand elles en bénéficient, c'est avec des mesures de contrôle où l'allocation est dégradée en fonction de l'augmentation du nombre d'enfants au sein de la famille. Donc vraiment, on rentre là dans la fameuse mesure où on cherche à contrôler la démographie de la Réunion, où on cherche à maîtriser les naissances et même les enfants qui sont déjà nés finalement. Donc, on aura l'occasion la semaine prochaine de revenir sur les allocations familiales et comment on s'est servi de ces allocations familiales pour gérer la démographie à La Réunion. Exactement. Il nous reste encore 10 minutes. Merci. Donc du coup, on en arrivait donc au sujet de cette volonté là du gouvernement de vouloir prendre le contrôle sur la démographie de la Réunion, donc notamment par Michel Debré, qui est élu député de la Réunion en 1963 et qui va mettre en place ce programme de déportation des enfants des familles précaires. On va essayer de ne pas utiliser d'abord ce mot de déportation.
Parce que c'est... Je dois bien avouer que j'ai buté sur le mot à employer. Au début, j'ai mis délocalisation et puis j'ai vraiment hésité à pas que le mot s'ajuste pas, mais par rapport à ce qui s'est passé sur la Deuxième Guerre mondiale. Au sentiment que ça peut générer. Voilà. Oui. Alors, déjà, le mot, c'était déportation pour les Juifs, pour tous ceux qui ne plaisaient pas aux Allemands. Donc, on va pas mélanger, on va pas faire d'amalgame. Là, c'était vraiment, même si arracher quelqu'un de sa terre pour l'envoyer sur une autre, même si c'est la France, dans un autre endroit, à 10 000 km est quelque chose d'affreux, on va quand même garder... Qui crée des traumatismes. Voilà, des traumatismes comme ça. Et les enfants de la Creuse, on a vu à quel point ça a été quelque chose d'affreux. D'affreux, oui. C'est une vraie souffrance. Mais il y a une chose qui est vraie, les allocations familiales, puisque je peux maintenant continuer sur ce sujet-là, alors que j'avais lancé pour après, les allocations familiales vont servir de base pour connaître la natalité. Parce que, comme lorsque les allocations familiales sont appliquées, c'est au nombre d'enfants. Oui, au nombre d'enfants. Et les gens vont aller déclarer tous leurs enfants, croyant que c'est une bonne chose et ils vont gagner beaucoup d'argent. Ouais. Ouais. Alors que c'était un moyen de contrôle. Alors que c'était un moyen de contrôle, effectivement. C'est peut-être encore un moyen de contrôle. Donc, le programme, pour ceux qui découvrent quel était ce programme-là qu'est-ce qu'on dit alors, si c'est pas déportation, c'était d'envoyer des enfants en métropole pour pouvoir limiter la démographie à La Réunion. Et justement, les enfants, une fois qu'ils ont été envoyés en métropole, c'était pour repeupler des départements, enfin des régions de métropole, qui, elles, avaient été qui avait été dépeuplé par un exode rural. Il y avait quelque chose aussi dont on sait que c'est une question qui a été posée à l'époque, c'est qu'il fallait que la couleur des Réunionnais ne soit pas trop ou majoritairement autre chose que blanc. Et cette question-là a été posée. Comment faire en sorte que la population réunionnaise, c'est au nombre d'enfants, change de couleur, soit pas trop noir, pas trop blanc, que ça soit équilibré. Non, plutôt blanc que noir. Ça, c'est une question qui a toujours été posée. Pourquoi ? Parce que les descendants d'esclaves, eux, ne savaient pas c'était quoi la contraception, et les enfants, il y avait quand il y avait 20, même dans les années 60, quand il y avait 20 enfants dans une famille, c'était normal. D'abord, la mortalité infantile était énorme, importante, et que les enfants, c'était les bras pour travailler, pour cultiver la terre, pour nourrir la famille. Ouais. D'accord ? Et en face, les familles aisées, blanches, riches, ne voulaient pas avoir autant d'enfants. Et la population était déséquilibrée à ce moment-là. Et puis elles avaient déjà accès à des moyens de contraception. Aussi. Donc, donc ce programme des enfants qui ont été envoyés en métropole, en fait, concrètement, qu'est-ce que c'est ? L'État veut s'adresser directement, des représentants de l'État s'adresser directement à des familles en situation précaire, de grande précarité, en leur disant... L'État va prendre soin de votre enfant, nous nous chargeons de son avenir, nous lui assurons un avenir, on l'envoie en métropole pour qu'il fasse des études, qu'il apprenne un métier, etc. Sauf que ça, en fait, c'était sous couvert d'une abomination, puisque les enfants, une fois qu'ils étaient en métropole, étaient d'office déclarés à la DAS, ils étaient immatriculés à la DAS. Pupille de la nation. Et étaient déclarés pupilles de la nation. Alors, pupille de la nation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que les parents perdent tous droits parentaux sur leurs enfants. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les parents en question ont signé ces procès-verbaux. Sauf que les parents en question étaient des parents, je vous le rappelle, de familles en situation précaire. Donc, illettrés. Ils ignoraient le contenu de ce qu'ils signaient. Tout à fait. Et de facto, on s'est retrouvé avec des enfants en métropole qui ne comprennent pas ce qu'ils font là,
qui ne comprennent pas quel est le contexte et pourquoi ils ne rentrent plus chez eux. Donc il y a une souffrance de la part des enfants en métropole qui d'ailleurs beaucoup ont fini par se suicider parce qu'ils avaient des maltraitances dans les familles d'accueil ou dans les établissements dans lesquels ils ont atterri et puis on leur a menti. Et les familles à La Réunion, elles aussi, étaient en grande souffrance et le sont peut-être encore aujourd'hui parce que elles ne comprenaient pas pourquoi elles ne revoyaient pas leurs enfants revenir comme c'était censé être le cas. Oui, on leur disait que leur enfant reviendrait formés, ils auront un métier, ils auraient un métier, et que voilà. Et qu'après, il y a plus eu de suite, il n'y a plus eu de courrier, d'autant que certains ne savaient même pas écrire et que les parents non plus. Et ils ne connaissaient pas l'adresse de leur famille, voilà. Donc il y avait vraiment une rupture. Il y avait une grande rupture. Et donc, pour rappel, comme on en avait parlé de la période de l'esclavage, puisqu'on a déraciné des personnes de leur terre pour les emmener à La Réunion pour faire office de main-d'œuvre, et bien là, on a de nouveau une génération où on déracine des enfants de leur île pour les envoyer en métropole, dans différents départements, pour qu'ils fassent office de main-d'œuvre, encore une fois, ou qu'ils apprennent certains des métiers un peu plus intellectuels. Donc c'est là qu'on voit aussi, c'est pour ça qu'on parle de souffrance, on parle d'une nécessité de résilience. Et c'est important qu'on puisse, à notre niveau, et à notre niveau très modeste, de dire les choses et essayer d'apporter, ne serait-ce qu'une information pour essayer de faire comprendre aux gens faire comprendre aux gens qu'il y avait un contexte. Il y avait un contexte. Il y a des stigmates. Voilà. Et les souffrances d'aujourd'hui qui viennent de cette situation, de cette époque, il faudra aussi à un moment donné qu'il y ait une résilience. Parce qu'il faudra se pardonner à soi, parce que comment on a pu laisser faire ça. Et ça sera intéressant de se pencher sur comment on peut faire ça, comment on peut réussir à faire ça en tant qu'individu. On va poser la question, on va essayer de voir, parce que apporter ces informations, ce n'est pas pour régler des comptes. C'est le passé. De toute façon, le passé, on ne va pas le changer. Mais si on peut apporter une information pour aider ceux qui en souffrent encore aujourd'hui, terriblement, pour savoir comment pardonner, comment abandonner ses souffrances, comment continuer, comment avancer. Il faut passer... Là, c'est même plus le chapitre suivant qu'on passe, c'est le tome 2. Ouais. Faire un tome 2 de sa vie. Je ferme le tome 1 et je commence un tome 2 pour pouvoir avancer dans ma vie, peu importe l'âge que ces personnes ont. Parce que j'en ai reçu sur ce plateau, et ça sera difficile de guérir, mais si on peut au moins apaiser un peu les souffrances, on aura quand même fait un pas en avant. Et je crois que c'est à nous. Je pense que c'est à nous de voir comment on peut apporter quelque chose. Et si demain, vous voulez témoigner, si vous voulez apporter quelque chose, nous sommes là et nous sommes prêts à vous donner la parole. Merci. Merci. Corinne Salvant-Mareux, merci pour cet échange. Et merci. On abordera, de toute façon, j'avais dit tout à l'heure, on abordera dans la prochaine émission la place des allocations familiales et comment on s'est servi de ça pour gérer la natalité, pour gérer la démographie. Et quand je dis gérer, c'est encore gentil. Merci. Merci. Merci Corinne Salvant-Mareux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.